Bienvenue dans Drugs and the City, le podcast qui propose une autre perception des addictions. On va au-delà du produit, explorant une approche axée sur le bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du chemsex. Entre romantisation et diabolisation, cette pratique fait couler beaucoup d'encre. Dans cet épisode, nous tenterons de dépasser les fantasmes médiatiques pour mieux comprendre ses réalités et ses enjeux, tant sur le plan de la santé que de la société. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Robin Drevet, coordinateur chez Modus Fiesta. Modus Fiesta est un lieu d'accueil et d'information en réduction des risques liés à l'usage de drogue en milieu festif, créé par l'ASBL Modus Vivendi. Robin Drevet, qu'est-ce que le chemsex ? Pour moi, il y a deux définitions différentes dans ce mot. Il y a la pratique, on va dire, et il y a le fait social. La pratique, c'est juste la consommation de produits dans une perspective de relations sexuelles étendues, améliorées, enfin bref, voilà. Et il y a le fait social chemsex qui, je pense, aujourd'hui est celui auquel on s'intéresse, celui qu'on voit, qui est vraiment la pratique qui est plutôt liée à la communauté gay, avec d'autres facteurs que juste la consommation de produits, qui sont aussi liés à des questions d'histoire communautaire, de problématiques d'homophobie, de problématiques de sexologie. Voilà, donc c'est deux choses différentes. À force de ne s'intéresser qu'au fait social, on oublie d'aborder la pratique, et du coup on oublie tout le côté prévention qu'on pourrait faire avant qu'on arrive à des problématiques d'addiction. Du coup, c'est vrai que le chemsex est apparu lié vraiment beaucoup à la communauté HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. À la fois, il y a un côté un peu stigmatisant de ne parler que de cette communauté-là quand on parle du chemsex, parce que du coup, je pense pas qu'elle est la seule concernée. Après, dans la problématique qu'on a actuellement et vraiment qu'on rencontre sur le terrain, je pense que c'est la communauté principalement touchée. Et du coup, on oublie parfois d'élargir. Et je pense qu'actuellement, par exemple, la communauté trans est de plus en plus impactée, je pense, sur ces questions-là. Et même les hétéros aussi, ça arrive. Voilà. Après, pas avec les mêmes problématiques, pas avec les mêmes besoins en termes d'accompagnement. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir élargir le champ des personnes visées. Maintenant que nous avons défini le terme et distingué la pratique individuelle du fait social, revenons sur l'histoire du chemsex afin de mieux le comprendre. Pour cela, nous avons invité Arturo Mazzeo, psychologue référent en santé mentale et chargé de projet chez Execo. Execo est une ASBL de santé communautaire pour et par les hommes qui aiment les hommes. Non, ce n'est pas une pratique récente, c'est-à-dire que même avant de s'appeler chemsex, de trouver ce nom qui était donné par David Stewart dans les années 90, la pratique avait commencé déjà dans les années 80 en réponse en fait à la stigmatisation et à la discrimination de la population gay. Surtout aux États-Unis, et suite à l'épidémie du VIH. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a eu, on va dire, les premiers témoignages des personnes qui prenaient justement des substances à ce moment-là, dans des contextes festifs. Et par la suite, petit à petit, les substances ont rencontré la pratique sexuelle. Du coup, voilà, c'est depuis pas mal d'années, on va dire. La pratique évoluée, s'est démocratisée, il y a de nouvelles façons de consommer aussi. Du coup, ça a changé, ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, depuis 2006 plus ou moins, ça devient quand même un débat qui touche à la santé publique et à la santé mentale. Comme vient de le dire Arturo Mazzeo, historiquement, la pratique du chemsex est apparue en réponse à la stigmatisation et à la discrimination de la communauté gay, en particulier aux États-Unis dans le contexte de l'épidémie du VIH/SIDA. Et depuis quelques années, le chemsex est devenu une question de santé publique. Dans ce que vous observez dans votre expérience de terrain, Robin Drevet, quelles sont les motivations qui poussent les personnes à pratiquer du chemsex ? Je pense qu'elles sont multiples, à mon avis. Alors, je pense qu'il y a une question de plaisir. Je pense qu'en fait, comme dans tous les usages de drogue, c'est vrai qu'on a toujours un peu la tendance à voir un peu juste la pointe immergée de l'iceberg qui est la problématique. Donc du coup les chemsexeurs qui viennent dans les services parce que du coup ils ne gèrent plus. Mais en fait il y a toute une partie, je pense la plus grande partie qui fait ça vraiment dans une perspective de plaisir. Donc du coup plaisir à la fois sexuel et plaisir de la consommation. Et après je pense que du coup il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu comme je pense une certaine honte par rapport à une sexualité parfois. Soit d'assumer une sexualité homosexuelle, soit d'assumer des pratiques qu'ils n'arrivent pas à assumer autrement. Il y avait aussi une question, je pense, liée à l'âge, à mon avis, et dans l'histoire communautaire VIH qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il y a eu aussi pendant tout un temps, et c'est comme ça que ça se développe à la base, toute une population qui avait une sexualité extrêmement bridée à cause de l'épidémie, et que du coup, je pense que le chemsex a été aussi une espèce de réouverture à la sexualité entre personnes séropos au début, et avec l'arrivée de nouvelles méthodes de prévention, du coup, ça s'est étendu au reste de la population.
Afin d'élargir les différentes expériences de terrain, nous sommes allés interroger Alexandre Félix, travailleur social chez Alias. Alias accompagne toute personne qui exerce la prostitution / le travail du sexe dans le milieu de la prostitution masculine et trans, et toute personne susceptible de s'engager dans cette activité. Alexandre Félix, pourquoi fait-on du chemsex dans le cadre des travailleuses du sexe ? Alors c'est une question un peu complexe, parce qu'il n'y a pas un seul profil de travailleur du sexe qui vient chez nous. Il y a vraiment plein de manières de faire le travail du sexe, de vivre le travail du sexe, ou même d'avoir des pratiques qui se rapprochent de la prostitution, du travail du sexe, sans spécialement mettre les mots dessus. Donc il n'y a pas qu'une seule manière de consommer. Ça, on s'en est rendu compte assez vite, qu'il y avait pour beaucoup un lien entre la consommation et les pratiques de prostitution. Mais on ne peut pas penser une seule approche par rapport à ça chez Alias, et donc c'est chaque fois des approches très individualisées. La notion de chemsex, elle se rapproche fort maintenant c'est plus large, mais à l'origine c'était quand même fort rapproché au milieu, aux pratiques HSH. Chez Alias, la plupart de notre public a des pratiques HSH, mais tout le monde ne s'identifie pas spécialement comme étant gay, ou comme faisant partie de la communauté. Et donc, parfois mettre les mots chemsex peuvent déjà être peuvent déjà être tabous en fait pour une partie de notre public. Donc voilà, on s'adapte vraiment à la personne qui est en face de nous. On essaye de créer un cadre de confiance, de non-jugement. On essaye d'aborder les questions, mais voilà, sans creuser si on voit que ça bloque. Après, il y a des personnes avec qui en parlent totalement librement. Et voilà, c'est vraiment, on fait un accompagnement très individualisé en fonction des personnes. Comme l'ont souligné nos deux intervenants, il n'existe pas de profil type de chemsexeur ou chemsexeuse, et les motivations de chacune sont singulières. Après avoir exploré les différentes raisons qui poussent à pratiquer le chemsex, ainsi que son contexte historique, intéressons-nous maintenant à la question de l'addiction. Robin Drevet, selon vous, peut-on parler d'une addiction au chemsex ? Je pense que c'est un croisement de plein d'addictions différentes. Donc il y a une addiction aux produits, parce que les produits utilisés sont souvent illégaux et souvent addictifs. Après il y a aussi une espèce de dépendance au sexe, qui est ça pour le coup aussi très fortement, alors je pense dans la communauté gay c'est particulièrement présent parce que l'intimité entre hommes se construit beaucoup par la sexualité dans le milieu gay, et que du coup il n'y a pas vraiment d'autres modèles, du moins il y en a peut-être de plus en plus, mais il n'y en avait pas tant que ça, de modèles positifs d'intimité qui étaient présentés en dehors de relations sexuelles, et donc du coup je pense que ça joue aussi là-dessus. Je pense que ça existe, et on le voit chez les personnes qui du coup souhaitent arrêter. Il y a vraiment cet aspect de devoir travailler sur plusieurs faisceaux différents, donc c'est pas une addiction comme une autre, ça c'est sûr. Et souvent retrouver une sexualité sans produit, quand on est vraiment arrivé à des stades on va dire relativement élevés de dépendance, reste compliqué. Du coup de réapprendre à avoir du plaisir sans produit, de réapprendre à avoir une sexualité entre guillemets plus normale, quoi. Et après c'est toujours pareil, je pense qu'il y a plein de gens qui pratiquent le chemsex comme une pratique qui fait partie de leur on va dire de leur sexualité de manière générale, mais qui n'est pas constante. Parce que du coup le chemsex permet aussi une espèce de, ce qui est le principe même du produit, de désinhibition assez forte, avec du coup des recherches de sensations, des recherches de pratiques qui sont pas forcément assumées tout le temps. C'est associé beaucoup à des sexualités des relations sexuelles qui sont très longues, 2-3 jours parfois, avec des pratiques comme des pratiques sexuelles dites hard, qui je pense qu'il est pareil, il faut mettre entre grands guillemets, mais tout ce qui va être du fist-fucking, du BDSM, tout ça, etc. Et du coup, de reprendre une sexualité sans produit, sans du coup toute la stimulation qu'il y a derrière, etc., c'est un vrai réapprentissage. Et du coup, de retrouver aussi des personnes avec qui le pratiquer. Pour rebondir sur ce point, j'aimerais vous poser la question, Arturo Mazzeo. Une fois qu'on a expérimenté le sexe sous chem, est-il possible de revenir à une pratique sexuelle sans l'usage de substances ? Alors, mon avis est l'avis des patients, dans le sens que je porte la parole des gens que j'ai suivis, et du coup, je ne me permets pas d'avancer
des choses qui ne me regardent pas en quelque sorte, mais du coup, c'est vrai que la totalité des patients est confrontée à une dérégulation du système du plaisir, parce que ça, c'est suffisant, enfin, comment dire, c'est plutôt banal même à imaginer, dans le sens que bien sûr, que du moment qu'il y a une substance qui fait augmenter les sensations tactogènes, hépatogènes, etc., et qui agit au niveau des neurotransmetteurs, des dopamines, sérotonine, etc., c'est normal qu'il y a une exaltation, une excitation particulière par rapport au rapport sexuel. Et c'est plutôt des mêmes normal dans le sens que c'est pas scandaleux que par la suite soit difficile de retrouver du plaisir à faire du sexe, d'avoir des rapports sexuels sans les substances. Ce qui peut aider justement dans cette impasse qui semble un peu parfois figer les sujets dans quelque chose qui est trop difficile dans les sens sans substance, il n'y a plus l'excitation, c'est justement pouvoir travailler sur la notion du désir, du plaisir, réintroduire un peu un côté aussi plus fantasmatique par rapport à la vie sexuelle. Ça, je parle bien sûr, bien évidemment, à partir de mon approche, mais l'idée, c'est justement pouvoir aider en quelque sorte les patients à retrouver une dialectique qui était un peu oubliée et qui était un peu masquée par les substances. Nous venons d'aborder brièvement le sujet avec une première approche auprès des bénéficiaires sur la question du désir. Selon vous, Robin Drevet, est-ce qu'il existe des stéréotypes sur le chemsex qui peuvent constituer un obstacle dans votre travail de terrain ? L'addiction au sexe est une chose, l'addiction aux drogues en est une autre. Je pense que l'addiction au chemsex est encore une troisième. Ce n'est pas l'addition des deux, quoi. C'est, je pense, vraiment quelque chose d'à part. Parce que c'est des produits spécifiques, parce que c'est des pratiques spécifiques. Du coup, oui, je pense qu'il y a une possibilité de dépendance au chemsex qui, malheureusement, par contre, ne peut pas être travaillée sans travailler sur l'addiction aux produits, ni travailler sur l'addiction au sexe. Ce qui pose des problématiques sur l'accompagnement. Je pense qu'on a beaucoup cloisonné les accompagnements des chemsexeurs. Donc, du coup, soit on les orientait vers plutôt une santé communautaire, donc beaucoup gay, tout ça, etc. Ce qui était une bonne chose, je pense, en première approche. Mais du coup, sans inclure trop le côté réduction des risques, on va dire, j'ai envie de dire de base. Donc, ça veut dire vraiment éviter les infections aux hépatites, éviter comment s'injecter correctement, enfin voilà, éviter le partage de matériel, vraiment les trucs de base qu'on fait en fait avec des usagers de drogue. Et donc, du coup, je pense qu'en cloisonnant comme ça, fait que du coup, parfois, on passe à côté en fait de certaines choses. Et de la même façon, du coup, on a un peu ce côté. Il y a le côté un peu psy-sexologue qui du coup fait son boulot et le côté parfois peut-être plus réduction des risques où on a moins été présent, moins sollicité et donc du coup voilà, je pense que les réseaux ont parfois un peu de mal à se mettre en lien et les uns ne sont pas formés à ce que font les autres et donc du coup je pense qu'on se perd un peu et qu'on perd aussi un peu des gens. Donc on les récupère seulement quand vraiment ils sont un peu au fond du trou, quoi. Une des questions qui revient régulièrement, c'est la place du consentement. Arturo Mazzeo, est-ce qu'on peut parler de consentement dans le chemsex ? On peut parler de consentement dans le chemsex dans le sens que c'est un sujet qui est parfois débattu par les patients aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas romantiser non plus les choses et la pratique et c'est de plus en plus récurrent de recevoir des récits des personnes qui ont été abusées pendant des chills. C'est comme ça que les participants au plan KEMS appellent les plans KEMS et que du coup ils sont retrouvés dans une situation un peu difficile parce que la question du consentement devient une question limite du moment qu'il y a la substance qui joue quelque chose et du coup un oui ce n'est pas forcément un oui et parfois ce n'est pas un oui et c'est vrai que ça peut être problématique. La question du consentement qui n'est pas toujours 100% consenti. Après avoir évoqué la question du consentement, Robin Drevet, quels sont les risques liés à la pratique du chemsex ? Il y a plusieurs types de risques différents. Alors si on parle vraiment sur une question de drogue, je pense ce qu'on voit nous le plus au niveau des risques, c'est vraiment la question de la consommation, du mode de consommation, où là on a vraiment une communauté qui ne vient pas de l'usage de drogue, et donc du coup contrairement on va dire à la communauté des injecteurs d'héroïne dans les années
70 par exemple, où il y avait un apprentissage de l'autre, de comment s'injecter correctement, tout ça, etc. Il n'y a pas du tout ce côté tradition d'apprentissage. Donc du coup, c'est vrai qu'on a des pratiques qui sont vraiment violentes, je pense, en termes de corps, tout ça, etc. Avec des personnes qui ont des abcès, des plaies, tout ça, etc. qui sont assez dures et difficiles, quoi. Ensuite, donc ça c'est vraiment le côté purement conso, avec en plus de ça des risques infectieux, en particulier hépatite C, où on voit vraiment des personnes se contaminer, se recontaminer 3-4 fois de suite, parce que du coup ils ont aussi assez peu accès à du matériel, je pense, parce que les structures ne sont pas adaptées pour les accueillir et ils ne les connaissent pas forcément. Voilà. Donc ce risque, on va dire, entre guillemets, donc sexuel, risque de consommation, et après il y a des risques psychosociaux divers liés à la consommation de produits, liés au manque de sommeil et liés au bout d'un moment, du coup si on est dans des cycles traditionnels, on va dire, d'addiction, de perte de repères social, de perte de repères familial, voilà, c'est le cercle, on va dire, habituel, comme tout usage de drogue en fait. Je pense que c'est là aussi c'est important de le resituer vraiment dans un usage plus traditionnel que ce qu'on essaye d'en faire. Sachant cela, comment aborder la prévention et la réduction des risques liés au chemsex ? Il y a plusieurs choses différentes. Il y a des bonnes pratiques de la part des professionnels, il y a des bonnes pratiques de la part des chemsexeurs. Je pense que les professionnels, on n'a peut-être pas fait suffisamment encore notre boulot pour que les chemsexeurs adoptent des bonnes pratiques. Et je pense qu'il y a des choses à remettre à l'endroit. Et qu'on ne peut pas attendre à ce que des gens, du coup, aient des bonnes pratiques d'injection, de consommation, d'information sur les produits. Et quand je dis on, je suis assez généraliste, mais je pense que du coup, la réduction des risques, de manière générale, drogue, n'a pas pris le pli à un moment d'aller s'adresser aussi à ces publics-là. Et voilà, donc ça, je pense que c'est sur le côté professionnel, donc de la formation, monter des structures adaptées ou des projets adaptés pour ces publics-là, qui ne soient pas que ancrés dans le communautaire gay et que ancrés dans la RDR drogue, mais que du coup, on arrive à trouver un lien entre tout ça. Ensuite, au niveau des bonnes pratiques qu'il faudrait donner, je pense, aux personnes qui commencent, qui s'interrogent, qui débutent, il y en a plusieurs qui sont déjà s'informer au maximum sur la question des produits qu'on va utiliser, les dosages, idéalement venir faire tester ces produits, c'est une bonne chose. Mais aussi du coup apprendre les bases de consommation, savoir s'entourer et savoir faire des pauses, savoir dormir, et que ça ne devienne pas la seule pratique sexuelle qui est faite par les personnes, parce que je pense que c'est là le début pour moi de la problématique, quand du coup il n'y a plus d'autre possibilité que de passer par la consommation pour arriver à une sexualité. Arturo Mazzeo, après avoir discuté des risques et du manque de structures adaptées, pensez-vous qu'il soit essentiel en tant que professionnel d'être spécifiquement formé à la question du chemsex pour accompagner un ou une bénéficiaire ? Il faut une formation, oui. Par contre, il y a des bons réflexes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que du moment qu'on entend consommation, chemsex, qu'un usager sollicite un professionnel ou toute autre personne par rapport à sa pratique, déjà, et ça n'est aucune formation, dire à la personne, mais vous savez que par exemple, il existe le site chemsex.be où vous pouvez aller vous informer par rapport à la prise des substances, les doses. Et il y a tout un tas aussi d'associations, des institutions qui sont reprises dans la section aide de ces sites, ou encore renvoyées vers Modus et renvoyées à une certaine prise de conscience par rapport à la consommation, pas stigmatisante et pas jugeante. C'est-à-dire que les plus gros dégâts, on les a du moment que justement quelqu'un est renvoyé de manière un peu abrupte chez l'associative, et du coup, c'est ces patients que moi je retrouve à recevoir et à écouter, qui sont là un peu paniqués parce qu'un tel ou tel autre professionnel lui a dit qu'il est malade, qu'il a une addiction ou qu'il a un problème en fait qu'il n'est pas arrivé à formuler lui-même, il a un peu cette étiquette qui a été mise sur lui. Et ça, c'est pour les personnes qui arrivent à passer la porte du cabinet, et d'autres au contraire qui du moment qui entendent addiction, toxicomanie, etc., qui ne cherchent absolument plus d'avoir affaire avec un professionnel de la santé parce qu'ils se sentent stigmatisés, alors que c'est difficile aujourd'hui, pour certains chemsexaires, il faut toujours faire pas de généralité, mais c'est voir écouter ou être entendu comme un héroïnomane, ça peut être un peu compliqué.
il faut être juste, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas du tout discriminer la consommation. En même temps, il ne faut pas la romantiser. Comme je disais tout à l'heure, ça peut mener vraiment à des situations très 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 problématiques, et il y a des cas qui sont très graves. La question n'est pas là. La question est que oui, c'est problématique, mais la question est savoir bien répondre à ces problèmes. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui vient du social, du communautaire, de l'appartenance, etc., si on y répond avec les paradigmes de l'addiction ou de la prise en charge d'un toxicomane, ben en fait on passe à côté de la demande. Et du coup, c'est ça qui est problématique. Du moment qu'un sujet arrive en entretien et il partage avec les professionnels ses difficultés par rapport à sa pratique, à la pratique du chemsex, en général, si on prend les paradigmes de l'addiction, on se focalise sur cette question de la dépendance de l'addiction au sexe ou à la substance. Et passer à côté, ça veut dire que, et ça je parle d'expérience clinique, que parfois on passe à côté justement de la sexualité. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas le temps de poser la question, oui, mais qu'est-ce qu'il y en est de votre sexualité, du développement psychosexuel de la personne, comment ça s'est construit au cours de son développement, etc. C'est dans ce sens que moi je parle de passer à côté de quelque chose. Passer à côté de ce que le sujet ne nous dit pas en les disant quand même. C'est-à-dire, ils arrivent... je vais faire un autre exemple peut-être pour rendre... souvent, très souvent, les sujets arrivent en entretien en disant « j'ai un problème avec l'addiction ». Ok. Ou bien « j'ai un problème avec l'addiction au chemsex ». Ou bien « j'ai un problème avec les sexes ». J'ai une addiction au sexe. Si on prend cette définition pour vrai, on a une écoute d'un certain type. C'est-à-dire, ok, la personne arrive, elle me dit qu'elle a une addiction au sexe. Ce qui est très utile, toujours, dès que le moment est propice en entretien, la question que je pose est, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, addiction ? Pourquoi vous avez une addiction au sexe ou pourquoi vous avez une addiction aux substances d'après vous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ces mots ? Et ça permet, pas toujours, mais souvent, de détacher tout de suite, très rapidement, chems des sexes dans les discours des patients et pouvoir permettre au sujet de se positionner de manière plus subjective par rapport à lui-même, de se recentrer par rapport à son discours et de pouvoir explorer aussi autre chose et ne pas rester dans ces mots valises qui en fait empêchent parfois toute autre réflexion qui vient d'ailleurs. On est face à une minorité, à une communauté qui était toujours stigmatisée, discriminée par rapport à son orientation sexuelle. Ça veut dire que la presque totalité des HSH, et je ne parle pas uniquement des chemsexeurs, je parle des HSH en général, ils se sont développés dans un environnement qui a toujours discriminé la sexualité HSH. Par conséquent, la représentation que ces personnes ont de leur sexualité vient d'une confrontation à un social, un familial, qui n'a pas permis d'explorer des dimensions comme les désirs, l'envie, les plaisirs, etc., l'érotisme, de manière appropriée, comme ça arrive pour les hétérosexuels, parfois, pas toujours, mais voilà, on va dire que même tout simplement la question du coming out, c'est très spécifique, dans le sens qu'aucun hétérosexuel, à ma connaissance, a eu besoin, à un moment donné de sa vie, de se poser la question, est-ce que j'ai dit ou pas, c'est quoi mon orientation sexuelle ? Et ça, c'est déjà plutôt énorme au niveau psychique. Plus spécifiquement, Alexandre Félix, comment accueillir un travailleur, une travailleuse du sexe sur cette question-là ? Regarde déjà, s'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, alors nos interventions vont souvent se limiter à faire de la réduction des risques, à questionner la consommation, voir comment consommer sans risque, comment consommer mieux.
informer les personnes dans leurs droits ou au niveau de la légalité. Puisque quand on consomme dans un contexte de travail du sexe, il y a d'autres questions qui viennent se poser. Si on est vraiment dans le cadre d'un échange monnayé, ça va aussi dépendre de est-ce que c'est le client qui apporte la drogue, est-ce que c'est l'escorte qui apporte la drogue, parce que si l'escorte apporte la drogue et qu'il se fait payer, là on est aussi dans... il y a quand même plus de risques. Là, il pourrait être considéré comme étant en train de vendre de la drogue à quelqu'un, et donc là on est plus dans le même cadre que juste quelqu'un qui consomme dans un contexte sexuel. Mais donc voilà, on va plutôt questionner là-dessus, essayer de réduire les risques. Après, s'il y a des demandes spécifiques qui en découlent, pas que ce soit de consommer moins, d'arrêter de consommer, d'avoir plus d'infos sur certains produits, tout ça, là on va adapter notre intervention par rapport à ça. Dans la mesure du possible, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent chez nous qui n'ont pas... déjà qui sont dans des situations de survie, où voilà, la consommation, elle est présente, mais elle n'est pas vue comme étant la problématique principale. La problématique principale, c'est d'avoir un toit pour dormir la nuit, c'est d'avoir de l'argent pour manger, c'est peut-être d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer à payer sa drogue pour survivre. Et donc la demande, des demandes en tout cas, au niveau de la santé, elles ne sont pas spécialement présentes là tout de suite. Donc ça, on peut aussi travailler la demande avec les personnes. Mais ça se fait plus sur de long terme du coup. Merci de nous avoir écoutés. Le sujet d'aujourd'hui était complexe car il touche à de nombreuses sphères différentes, mais il nous semblait essentiel de l'aborder. Nous espérons que vous avez apprécié ces échanges et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Drugs and the City.